Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Pour commencer le podcast, j'aimerais dire un gros merci à notre commanditaire de cette semaine et j'ai nommé nul autre que, encore une fois, Polysleep. Fait qu'un gros merci à polysleep.ca de commanditer le podcast de cette semaine. C'est super apprécié. Si vous savez pas c'est qui Polysleep, allez checker qu'est-ce qu'ils font. C'est une compagnie de matelas qui font les meilleurs matelas qu'il n'y a pas au Québec. C'est une compagnie québécoise en plus. Fait que si vous encouragez Polysleep, vous encouragez local. Et en plus, ils font un matelas antimicrobien, hein, avec une mousse antimicrobienne dedans. Tu sais, dans la vie, quand que tu te grattes le nez, hein, pis t'es tout le temps en train d'éternuer pour rien, pis tu tousses pour fuck all, ben ça, c'est à cause de ton vieux matelas de marde. Fait que, engage Polysleep, achète un de leurs matelas, pis tu vas voir avec leur mousse antimicrobienne, tu seras pas tout le temps en train de te gratter le nez, pis le monde pensera pas tout le temps que t'étais fait plein de coke la veille, pis ou sinon, ils pensent que t'as le COVID à cause de tout le temps en train de tousser. Non! Parce qu'avec Polysleep, t'as plus ces problèmes-là. Hein? Puis, en plus, il te permet d'essayer une matelas pendant 100 nuits d'essai. Fait que t'as 100 nuits pour pouvoir l'essayer. Ou sinon, ils viennent de le chercher sans frais. Puis en plus, c'est comme si c'était pas assez. Polysleep, il vous offre un rabais de 25% du 3 au 17 novembre. Fait que attendez pas, utilisez le code promo POLY avec un S 25, fait que POLYS 25 et tu vas avoir 25% de rabais. Allez au polysleep.ca. Fait qu'un gros merci Polysleep de commanditer le podcast de cette semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit? Nul autre que le journalisme d'enquête à TVA et j'ai nommé Félix Séguin. Un gros merci à Félix Séguin, j'ai vraiment trippé. Vous allez voir par exemple qu'est-ce qui est un peu dommage du podcast, c'est que Félix avait vraiment un horaire très chargé et précis dans le sens que il m'a juste pu me donner 1 heure de son temps qui était déjà très généreux. Mais fait qu'un gros merci à Félix. J'ai pas eu le temps de poser toutes mes questions, fait qu'il va revenir sur le podcast parce que ça a vraiment été le fun. On a beaucoup parlé de toutes les mafiosi, hein. Si vous aimez les histoires de mafia, les histoires criminelles, crime et justice, man, c'est vraiment un expert dans ce sujet-là. On a beaucoup parlé le clan Rizzuto, hein. Fait que, en tout cas, bref, moi j'ai vraiment trippé. Je pense que vous allez beaucoup aimer ce podcast-là. Fait qu'un gros merci encore une fois à Félix Séguin d'être venu au What's Up Podcast. C'est vraiment cool et je suis déjà impatient qu'il revienne sur le podcast. Et aussi, juste avant, je vous laisse commencer le podcast. Si vous voulez m'encourager, bien important, allez devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça va vous permettre, entre autres, de tout écouter les podcasts d'avance. Chez cette semaine, je viens d'enregistrer avec Sébastien Trudel, ancien membre des Justiers Masqués qui faisait des coups au téléphone, qui a pranké plein de monde, entre autres. Britney Spears, Donald Trump, Charlie Sheen, et name it, ok? Là, il y en a plein d'autres. Bref, ça a été un excellent podcast. Fait que bref, ça vous met fait en sorte que vous voyez tous les podcasts d'avance avant qu'ils sortent en ordre chronologique. Puis c'est pas cher, il y a plein de forfaits. Il y en a 2-3 piastres par mois ou sinon il y a d'autres forfaits à 10 puis à 25. Fait que j'aimerais aussi en profiter pour saluer mes membres Patreon de cette semaine, mon team WhatsApp. Encore une fois, Alex Lavoie, Éloi Blanchard, Jérôme Arbour, Steve Baudouin et nul autre aussi que loblo.ca. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Ou sinon, sur ce, je vous laisse commencer le podcast. Ah oui, puis je suis en spectacle à Montréal le 11 et 13 novembre. Les billets sont au jeralin.com et c'est à Montréal et bref, en tout cas, peu importe. Fait qu'un gros merci au monde d'écouter mes plugs. Cette semaine, je vous laisse écouter le podcast de cette semaine. Gros merci à Félix Séguin. Encore une fois, merci à polysleep.ca et bon podcast tout le monde. Ciao.
Yes, sir. Hey, je suis tellement content, là. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Félix Séguin. Ça va bien, mon gars? Ça va toi, mon Jérémy? Ouais, ça va super bien. Ça te dérange-tu que je t'appelle Jérémy? Tout le monde m'appelle Jer, mais moi, sais. ça me dérange pas. Tu sais, si t'avais le commandant Piché qui m'appelait Jerry toute la... Puis j'étais comme, on dirait que ça me va mieux de Jerry quand lui, il dit. Jerry, j'aille pas. Fait que, ouais, c'est ça. Journaliste d'enquête, bureau d'enquête à TVA. Tu réalises des documentaires, entre autres Scopa et moi. Il y a Narcos PQ aussi que j'ai écouté hier, qui est excellent. Puis bref, tu baignes beaucoup dans cet univers-là du monde. Ben c'est enquête sur le monde criminalisé. Oui, ben, j'ai enquête là-dessus, mais tu sais, c'est vrai de dire que je baigne là-dedans, parce que, tu sais, quand... Ben, ça sonne comme si Toto, tu fais des passes de 3 demi. Non, c'est ça. Je fais pas vraiment de passes de cash avec ça. Il y en a il y en a qui le font à ma place, puis c'est ceux qui commettent les crimes, mais tu sais, c'est au fond, c'est que ça m'amène à parler, tu sais, t'as toujours deux côtés quand tu couvres le crime organisé. T'as le monde des pas fins, puis t'as le monde des fins. Fait que tu parles à la police, puis tu parles aux bandits, puis tu sais, tu marches entre les deux, là. Tu sais, c'est pas, pas sorcier, là. Faut que tu fasses ça. Ben, si t'as pas de source criminelle aussi, tu sais, tu te manques quand même une partie de l'histoire. Hey, moi, j'invite tout le monde à aller écouter, entre autres, Scopa et moi, puis le document Narcos PQ, là, c'est fou. N'importe qui trippe un peu sur ces univers-là va capoter parce qu'en plus c'est pas de la fiction là, c'est du documentaire là, vraiment reportage. Oui, puis ils ont le livre aussi là, on a sorti un livre en même temps que le documentaire qui s'appelle La Source. Ouais. Qui raconte, tu sais, puis il y a un peu plus de déclarations d'Andrew Scopa là, pour ceux qui savent pas, Andrew Scopa, ça a été considéré en 2013 comme le parrain intérimaire de la mafia. Ouais. Puis en même temps, c'était ma source. Ouais, c'est ça. J'avais comme accès à peu près à une des personnes les plus importantes du milieu criminel à Montréal. Ben ouais. Puis c'est ça, là, Scopa et moi, ça raconte un peu, ben c'est ses confessions dans le fond, parce qu'il s'est fait tirer 2 mois après. Puis il se confidait à toi, dans le fond, quasiment à un moment donné, t'étais quasiment son psychologue, là, tu disais. J'ai eu des moments, là, tu sais, là, faut que tu t'imagines une affaire, là, entretenir une source, là, c'est de la job, là, tu sais. Ah ouais. Tu sais, je sais pas, toi, comment, tu sais, des fois, tu dis entretenir une amitié, des fois, c'est long, tu sais, parce qu'il faut, tu sais, il faut que tu sois là, puis quand on texte, tu réponds, on a eu des bons moments, puis des mauvais moments, puis tu veux pas être méchant, mais en même temps, des fois, ça te tente pas de parler de la pluie du beau temps non plus, t'as mieux d'avoir dans ta bulle, d'être dans ta bulle, puis là, moi, j'avais ce Andrew Scopa là qui tu sais, qui verbalisait des trucs en disant ouais ben là ça va comme ça avec ma femme, puis qu'est-ce que je devrais faire, fais ce que tu veux, tu sais, c'est ce qui est un peu drôle, c'est que nous autres on les voit, tu sais, par comme des caïds là, comme des caïds qui sont d'abord en fait, tu sais, mais ils ont une vulnérabilité aussi. Ils ont des, tu sais, ils ont des vies aussi là, tu sais, femmes, enfants. Puis ils ont un peu les mêmes problèmes que nous autres, exacerbés en fait pas mal plus, parce que, tu sais, je veux dire, moi je sais que si je pars une semaine de chez nous sans dire à ma femme puis mes enfants où je m'en vais, il va y avoir certaines questions qui vont m'être posées, hein. Mais eux autres, là, c'est une vie de crime, donc, tu sais, ils vivent dans le mensonge d'abord. Parce qu'ils peuvent même pas dire à leurs femmes souvent exactement ce qu'ils font, puis des fois c'est pour les protéger un peu de tout ça, puis des fois... Puis tu sais, ils ont toutes des maîtresses, puis tu sais, donc c'est ça, ben, ils ont des vies personnelles que moi j'en vis pas du tout là. Tu sais là, c'est une vie de stress, c'est une vie d'anxiété, t'as peur de te faire tuer, tu te fais tuer. Ben c'est ça, tu sais. C'est quoi cette vie-là, tu sais? Une de mes questions justement, c'est qu'est-ce que t'as appris justement avec tu sais toute cette expérience là, parce que à la fin tu dis justement, tu sais, c'est pas comme dans un film, là, tu sais, la belle grosse vie. Oui, peut-être un peu au début, mais, man, tu vis dans l'anxiété tout le temps de te faire gonner. Oui, ce que j'ai appris, principalement, j'ai appris 2 choses. J'ai appris que quand on ne vit pas cette vie-là, on est des bien mauvais juges de ceux qui la vivent. Tu sais, j'ai appris que moi, j'ai un système de valeurs dans lequel, là, j'ai des préoccupations que je trouve importantes, tu sais, aider mon prochain,
pas voler, pas tuer, tu sais, puis pas commettre d'offenses criminelles, puis tu sais, fait que moi, ça, c'est mes valeurs, tu comprends? Puis je les ai depuis que je suis jeune. Par contre, pour un gars comme Scopa, qui est né dans un monde, exemple, où, tu sais, quand il était jeune, là, il battait son frère pour que son frère aille à l'école, il taxait les autres kids pour ramener de la bouffe à la maison parce que son père était pas là du tout, puis sa mère tirait le diable par la queue. Donc, à un moment donné, tu sais, t'as le choix toujours dans la vie. Puis on dit toujours, c'est facile, t'as le choix de faire d'autres choses. C'est vrai, jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Parce que des fois, t'es pas dans une condition où tu peux exercer ton libre arbitre. Tu choisis pas où t'es né, tu choisis pas la pauvreté, tu choisis pas ci, tu choisis pas ça. Et des fois, ça vient teinter un peu tout ton jugement. Puis quand c'est le temps d'exercer ton libre arbitre en disant, OK, moi, je m'en vais dans cette direction-là, puis ce que je vais devenir, c'est comptable. Mettons. Ouais. T'es pas nécessairement toujours dans la situation à faire ce choix-là, tu me suis? Fait que moi, j'ai appris à pas juger de ça, de pas juger du parcours criminel de quelqu'un, puis, mais en même temps, ça me confronte moi-même, parce que, tu sais, je veux dire, Andrew Scopa a fait tuer des dizaines de personnes. Ouais. Fait que moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui a décidé d'enlever la vie à une autre personne, puis ça, je respecte pas ça. C'est pour ça que moi, Andrew Scopa, j'ai pas de respect pour lui. Mm-hmm. Puis il s'est pas développé chez moi une forme de respect pour lui. Il s'est développé une forme de fascination sur des choses que je comprenais pas. C'est quoi tes valeurs qui sont liées à ça? Comment tu vis ta vie de couple? Comment tu vis ça? Je dois dire que j'étais fasciné. Comment tu montes dans ces... Il y a une intrigue, c'est ça. Ouais. OK. C'est vrai que c'est fou pareil parce que en plus, ça, j'ai écouté une couple de reportages de fait, puis tu disais ça justement que chaque criminel ont leur propre système de valeurs, tu sais. Puis c'est fou pareil parce que il y en a, tu sais, pour eux autres, c'est comme simple comme bonjour, là. Tu sais, eux autres, c'est genre, il y en a que, tu sais, comme entre autres, Gérald Galland, lui, tu sais, il acceptait pas que Mom Boucher fasse tirer des gardiens de prison. Puis il disait, ça, là, tu sais. Puis lui-même, asti, il gonnait plein de monde. Oui, c'est ça. Mais, pour lui, dans sa tête, c'est comme si c'était pas grave, parce que c'est des méchants, tu sais. Puis en plus, Gérald Galland, le tueur à gages, quand il dit ça, c'est un beg, hein, en plus. Puis il dit avec beaucoup de désinvolture en disant, ça, c'est pas, non, c'est pas correct. Tu sais, il dit, puis là, t'as comme un peu de, c'est pas fou ce qu'il pense. Finalement, il y a comme une conscience, mais, tu sais. Il a sa propre conscience. Oui, mais tu sais, et où ta conscience quand le lendemain, tu vas buter quelqu'un, tu sais. C'est ça. Tu comprends? C'est ça qui est fascinant. C'est ça. Puis tu sais, je me rappelle, parce que là, tu parles de Gérald Galland, qui raconte à un moment donné qui était avec un de ses partenaires pour aller assassiner quelqu'un, puis le gars sort avec un enfant. Mm-hmm. Puis, il dit à son partenaire, il dit, on le fait pas aujourd'hui. Il est avec un enfant, puis son partenaire voulait le faire pareil. Ouais. Puis, à ce moment-là, Galland puis son partenaire se sont un peu séparés. Il l'a pu réembaucher après pour aller commettre des crimes parce qu'il dit il est trop flyé, tu sais. Tu vois pas. Fait, il y a certains codes, tu sais. Il y a certains codes. À la fin de la journée, tu tues pareil, là. C'est ça. Tu sais, parce que quand tu tues, t'enlèves... tu sais, je comprends bien là que tu tues pas devant la famille, que tu... tu veux pas faire de victimes innocentes, je comprends ce code-là. Sauf qu'un coup que tu as tué cette personne-là, tu l'as enlevé probablement à un fils, tu l'as enlevé à un frère, tu l'as enlevé à une mère, à un père. Fait que c'est quoi la valeur du code? C'est pour ça que notamment le documentaire sur lequel tu as trippé, Scopa et moi, ça se conclut en disant l'honneur. C'est-tu vrai, ça? C'est ça. C'est-tu vrai, l'honneur? Ouais. Moi, Andrew Scopa l'a dit lui-même, il dit c'est de la fucking bullshit. Ah ouais. Puis tu sais, il y avait toujours une expression en parlant de des gens qui aimaient pas, il dit this guy no good for nothing motherfucker. Il disait toujours ça quand tu parlais de quelqu'un. Ouais. Fait que tu vois bien que l'honneur, tu sais, ils saillissent tous, c'est des gens qui vont changer de direction au gré du vent, quand ils peuvent faire plus d'argent, quand ça les met dans une situation de force, tu sais, fait que l'honneur, là, tu sais, oublie ça. Les hommes d'honneur, ça marche pas, c'est pas aussitôt qu'ils sont, mettons, à moins qu'ils
qu'il l'aime vraiment beaucoup, là. Ben, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est à moins qu'il aime vraiment beaucoup son supérieur, tu sais, ou sinon il va tout le temps se servir d'un avantage pour pouvoir atteindre puis monter de rang. Moi, là, à un moment donné, Andrew Scopa parle d'une personne en disant, lui, il est bon, puis c'est un de mes amis, puis on s'est toujours bien entendu, puis je l'ai toujours aimé, puis c'est un gars qui a du sens, puis tout ça. OK, bon. Là, j'apprends, justement, après que Andrew Scopa soit mort, que la personne dont il parlait en bien, il l'a fait tuer. Ah ouais. Fait que c'est ça que je te dis, quand c'est un monde de bullshit, c'est un monde de bullshit. Ah. Mais c'est sûr qu'avec moi, devant moi, il était pas pour se reconnaître coupable d'un crime pour lequel il a même pas été accusé. Sont-tu dans le déni, tu penses, ce monde-là, ou c'est qu'il faut qu'ils se protègent eux-mêmes en... Moi, je pense qu'il y a un réflexe de protection là-dedans, mais je pense qu'il y a un vrai déni aussi. J'en prends témoin une scène là, que moi je trouvais assez drôle, puis ça m'est arrivé plus d'une fois, ça, avec des criminels, où quelqu'un essaie de me faire une leçon, dont lui m'avait fait la leçon en disant « Bon, ben là, il va falloir qu'on se parle de la légalisation du pot. » Tu sais, politiquement, tu sais, moi j'ai mon opinion là-dessus, puis ça devrait être comme ça, puis ça devrait être comme ça, puis ça devrait être comme ça, puis tu sais, il dit « Si nous autres, on continuait à en vendre, ça serait mieux pour telle raison. » Hey! Attends un peu, là. T'as choisi de mettre à part de ta vie les règles qui ont été votées dans un état de droit. Mm-hmm. T'es personne pour proposer une différente façon que la société aborde un problème, surtout un problème dans lequel tu as un intérêt, tu sais. C'est juste ça, c'est un drôle de monde pour ça, tu sais. OK. Puis, j'aimerais ça qu'on parle de comment tu as rencontré Andrew Scopa. Oui. c'est une pas pire anecdote. Oui, d'abord, je le rencontre c'est un ami policier que j'ai qui fait le premier contact. Ouais. Déjà là, c'est comme, OK. Puis, bon, ça fait, tu sais, moi, ça faisait un certain nombre d'années que je me cherchais une source, là, comme les policiers utilisent le mot qui est assis dans le premier banc dans l'église, là, tu sais. OK. Puis, on me propose de rencontrer Scopa. Puis là, moi, je dis oui, oui, mais solide. Un solide oui. Toi, tu sais c'est qui à ce moment-là. Je sais c'est qui beaucoup, puis je connais son importance, puis tout ça, donc... Puis lui, il était rendu où? Lui, à ce moment-là, là, quand je le rencontre, là, ça, je l'ai su après, il est considéré comme chef intérimaire de la mafia montréalaise. OK. Mais ça, à ce moment-là, je le savais pas. OK. Surtout lui qui me mentait à côté en disant, ben non, je fais plus rien, tranquille. Alors, c'est ça. Donc, ça se passe à l'hôtel Alt dans Griffintown. Et là, moi, ce que je fais, tu sais, je vais louer une chambre, puis je laisse une carte à à l'attention de Scott, à la réception, en plein jour. Puis là, je dis à la réceptionniste, je vais prendre juste une carte, puis l'autre, c'est pour Scott qui va venir me rejoindre, puis elle me regarder en disant, ouais. En tout cas. Donc, là, moi, j'avais prévu mon coup, tu sais, je voulais quand même, tu sais, faire les choses comme il faut, fait que je prends, il y avait un restaurant pas loin, j'apporte plutôt des petites entrées, là, tu sais, tough, classique, là, italien. Un peu cliché. Je me suis enfoncé dans le cliché pas mal, là, tu sais, là, tomate bocconcini. C'est un peu... T'as-tu mis de la musique Pavarotti? De Paolo Conte, tu sais. Mais, bref, j'apporte ça, puis là, lui, on est sa cogne, il entre dans la chambre, puis là, il dépose son gun sur la table, il dit « It's me, are you impressed? » Évidemment, je parlais en anglais avec lui, donc je dis « Yes, I am. Ouais. Pretty much. » Et là, donc, on commence à parler. J'ai dit « Veux-tu des bocconcini? » Il dit non, j'en veux pas, mais pas du tout. Il m'explique un peu plus tard, il dit, moi, j'ai peur de me faire empoisonner, là. Il voulait pas manger ça, il voulait pas, tu sais, il a dit, est-ce que je suis en train de tomber dans un piège? C'est des gens qui sont toujours très éveillés et sur leur garde. Il faut qu'il y ait genre 4 coups d'avance. Oui, parce que je te ferai remarquer que
Bon, je sais pas pourquoi j'oublie son nom, mais il y a un prisonnier à Donnacona, haut placé dans les rangs mafieux, Ponytail, qui s'est fait empoisonner au cyanure à Donnacona. Ah ouais. Puis c'était une commande qui venait de l'extérieur, puis c'était une commande qui venait de la mafia. Mm-hmm. Alors lui, je pense que, tu sais, quand il rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est pas sûr qu'il mange ce qu'on lui offre. Ouais, Ils sont toujours un peu... Donc ça commence comme ça, puis lui, puis ça commence vite, là. Puis le lendemain, il me rappelle, puis 3 jours après, il me rappelle, puis là, je veux te revoir, Puis la première rencontre, c'est quoi que vous vous êtes dit un peu? Dans le docu, vous dites que c'était un peu... Faut que t'établis une relation avec lui, fait que tu en donnes beaucoup de ta personne. Oui. Ben, c'est un peu ça, tu sais. C'est comme une première date, au fond. Ça, c'est toute la question dans le journalisme du traitement des sources, tu sais. Tu peux pas, si t'es le gars le plus plate au monde, puis tu sais, si t'es flat, puis tu donnes rien, puis tu t'exprimes pas sur ta propre vie sans trop en dire, puis t'as pas une discussion qui élève un peu le niveau de discussion normal que tu pourras avoir dans une conversation anodine, ben cette personne-là, tu sais, elle va dire... Qu'elle a un intérêt de te voir, faut au moins que tu sois gentil. Tu sais, minimalement, là, faut que tu sois funny, faut que tu sois gentil. Fait que c'est ça, mais ça demande beaucoup, parce que moi, je veux pas, tu sais, il y a plein d'affaires que je veux pas partager, tu sais, nécessairement. Intime de ma vie, même les choses les plus anodines, tu sais, c'est pas de ses affaires, on a une relation professionnelle. Puis, en même temps, c'est que lui, plus les semaines avancent, lui, il va essayer de savoir ce que moi je sais qui me vient des sources policières. Il veut savoir, il dit, t'entends-tu parler de moi? Puis moi, je réponds tout le temps. Je dis, écoute, on va faire un deal, là. Ce que tu me le dis, je le répète pas à la police. Puis ce que la police me le dit, je te le répète pas. Parce que tu comprends que ça veut dire que je te... Ben, c'est pas juste ça. Ça veut dire que d'un côté, si tu marches pas au centre de ça, là, ça veut dire il n'y a pas de bonne issue possible. La minute où tu divulgues une information policière à un criminel, c'est très dangereux, puis tu trahis aussi le principe de la confidentialité des sources, puis ça va des deux bords. Fait que tout ce qui peut t'assurer, toi, de maintenir ta ligne droite, c'est que tu partages pas ces informations-là, mais il m'a essayé tellement souvent, puis je disais toujours, non, Andrew, j'entends rien, ça a l'air que t'es pas un criminel, ça a l'air que tu fais rien du tout, tu sais. Là, il était content quand je disais, il était content quand je disais ça, il dit, ouais, c'est vrai, ça, moi, je fais rien. Parce qu'en même temps, c'est quoi, il pouvait voir que tu faisais il pouvait te faire confiance. Ben, c'est parce que, regarde, mets-toi dans la situation où c'est toi le bandit, puis c'est moi le journaliste, puis il y a un policier là, puis toi, tu me répètes quelque chose, puis je répète à l'autre. Fait qu'il faut qu'il sache que ce qu'il dit, ça va pas être répété. C'est ça. Puis les autres, faut qu'ils sachent que ce qu'ils disent, ça va pas être répété non plus, tu sais. Moi, mon premier réflexe, ça serait, ben, si lui, il me dit qu'est-ce que l'autre, il dit, ben, qu'est-ce qu'il me dit pas qu'il dit qu'est-ce que moi, je dis. Exactement. Il faut pas que t'ailles là. Tu peux pas aller là. T'as pas de bonne façon. Si tu mets le pied là, je te le dis, t'es fait. Il y a pas de façon de se sortir de ça. En même temps, t'as dit avoir peur. Il y a une fois, j'ai eu peur. Moi, le mafieux Francesco Del Balso venait d'être... puis t'as menacé. me menaçait de mort devant des policiers. Il a été arrêté. C'est bon. Francesco Del Balso, qu'on surnomme Cheat. Puis à un moment donné, bon, lui, il est arrêté, menace de mort, tout ça. Puis lui, Andrew, après ça, revient vers moi en disant, hey, veux-tu parler de ça, débriefer un peu. Puis effectivement, je voulais, parce que je me suis dit, pour moi, pour avoir une bonne évaluation de la menace qui me concerne, pour savoir si, bien que je le pensais pas, Del Balso pouvait concrétiser sa menace, je voulais je voulais aller prendre des informations à droite à gauche sur, était-tu sérieux? Y a-tu, les moyens de le faire? Il veut-tu vraiment prendre cette avenue-là? Puis j'avais rencontré Andrew Scopa dans ma vanette, dans un garage situé à Pierrefonds, je pense. Puis là, à un moment donné, je vois quelqu'un qui sort d'un dépanneur vite puis qui s'enligne vers nous autres. Je me suis braqué, je pèse sur le gaz, je sors de là. J'étais un petit trauma aussi, en raison des menaces qui avaient été, c'est pas anodin non plus de te faire menacer par la mafia, fait que j'étais stressé, tu sais.
Puis il y a bien des peurs que j'ai eues après coup mais aussi. Mais finalement, c'était quoi ça? C'était rien. C'était rien. Et puis là, lui, il disait... C'est juste quelqu'un qui courait de même, là? Ouais. Il dit, please, don't panic. Je dis, hey, don't panic. Je dis, moi, c'est pas ma vie, ça, là. Ouais. Tu sais, toi, tu paniques pas, là, mais je peux-tu avoir le droit de paniquer tout seul? Hey, t'as dit capoté. Puis ta famille, comment qu'elle prend? Je sais pas si ça te dérange, mais tu sais, ta femme, as-tu peur? Ben non. Tu des fois, hey, slack tes shorts, là, toi, avec tes sources? Ben non, elle a pas peur parce que j'ai toujours dit à ma famille, à ma mère, à ma blonde que si moi je sentais un danger, là, tu sais, immédiat sur ma vie, puis si on m'informait qu'il y avait un danger, je ferais d'autres choses. Ouais. Ça me tente. Je sortirais, je sais pas, tu sais, c'est sûr que j'aime couvrir les affaires criminelles, j'aime couvrir le crime organisé, ça me fascine, oui, mais en haut de la liste, il y a ma famille, mes enfants, ma sécurité. Ben ouais. Si je peux pas cocher ça, le reste vaut plus rien. Fait que la minute où, tu sais, où j'ai des indications, je vais juste faire d'autres choses, là. C'est pas... tu sais, je sais faire d'autres choses aussi. C'est pas juste ça en journalisme que je suis capable de faire d'autres choses. Tu sais, je ferai d'autres choses. Puis là, c'est avant que je te coupe, tu t'en allais pour dire que c'est-tu arrivé d'autres moments de même ou Ben, en fait, il est arrivé des moments qu'on a compris en rétrospective. Parce que tu dois savoir une chose, moi, quand je commence à rencontrer Andrew Scopa, je loue des chambres d'hôtel. Pour qu'il soit, tu sais, pour que ça soit très anonyme, que personne ne sache que. Sauf que là, à un moment donné, il veut me voir 3-4 fois par semaine. Ouais. Ça commence à faire cher de chambre d'hôtel, là, tu sais. Donc, ce que je vais faire à un moment donné, c'est que je vais aller le prendre quand il est quelque part en ville, puis il se déplace dans Griffintown, parce qu'à ce moment-là, notre bureau était pas loin de là. Puis moi, je le cueille, puis on s'en va, puis on se promène en auto. Mais à ce moment-là, lui, il y a du monde qui le suit pour le tuer. Oh! Ah, je pensais que c'était juste la police. Non, la police le suivait aussi. Ouais. Ben, il y a du monde qui voulait le tuer aussi. Puis toi, t'étais... Puis moi, j'étais avec lui. Puis là, à un moment donné, en tout cas, je saute des étapes, le médecin, à un moment donné, il se fait arrêter, puis j'arrive au quartier général du crime organisé de la Sûreté du Québec, à Mascouche, puis on me dit, écoute, on t'a en filature avec lui, là, plusieurs fois, là. Et là, je comprends deux choses. Je comprends que j'ai été filmé par la police parce qu'il devait se dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Séguin, qui est avec, tu sais, le parrain intérimaire de la mafia, il fait quoi? Puis ils me disent dans le même meeting en disant, tu sais que s'il arrive pour le passer cette journée-là, puis toi t'es là, t'y passes aussi. C'est pas, tu sais, t'es un accessoire, là, tu sais, s'il faut que tu meurs aussi, tu vas mourir aussi. Fait que, tu sais, ça a aidé après que je le sache après coup, parce que si je l'avais su là, j'aurais arrêté ça, là. Ah ouais. Mais je savais pas. Mais j'avais, tu sais, je pouvais me douter de certaines affaires, mais c'était pas une bonne décision. Tu sais, tu fais des erreurs, ça c'était une erreur. J'aurais pas dû le rencontrer en charge jamais. Ah ouais. Puis toi, tu voulais juste sauver un peu de cash à cause. Oui, c'est ça. À cause des chambres d'hôtel. T'équivaut ta vie à 200$ là. Ouais. Puis elle m'a amené aussi, puis j'ai comme pas trop compris ce moment-là. Il t'a appelé pour te souhaiter la bonne fête à ta plus vieille, à ta fille. Oui. Ça t'a fait peur. Oui. Puis aussi, je me demandais, est-ce que c'est une technique d'intimidation pour faire comme, hey, je sais des affaires, puis... Moi, je pense que cette histoire-là, là, c'est que c'est effectivement là, la fête de ma plus vieille, puis tu sais, à un moment donné, parce que tu sais, les jeunes de la mafia, ils vont tous te dire qu'ils adorent les enfants. Mm-hmm. Hein? J'aime les enfants. Fait qu'ils me posent des questions, puis là, je pense que je pouvais pas lui parler parce que c'était la fête de ma fille. Puis là, un an après, il me rappelle à la date d'anniversaire de ma plus vieille. Puis il dit, hey, I just want to say hi. I just want to wish a happy birthday to your oldest one. Là, j'ai fait, oh my God. Ça veut dire que ce gars-là, soit il a une mémoire, mais il avait une mémoire incroyable. Mm-hmm. Soit il a une mémoire incroyable, soit qu'il note des choses importantes pour se rappeler à ma propre mémoire en disant, hey, je sais pas si, je me suis toujours demandé, c'est-tu juste pour dire que, hey, j'oublie rien? Ouais. Ou ah c'est ça hein? juste par
par déférence, puis par politesse, puis tu sais, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais, c'est un mélange des deux. OK. Puis, c'est ça, dans le fond, t'as réussi à convaincre, je pense qu'il n'a pas été tant difficile à convaincre, mais à ce qu'il vient à Barcelone avec toi puis Éric Thibault, c'est ça? Ouais. Pour se confier, puis c'est quoi? C'est raconter sa vie, puis... Raconter sa vie, puis raconter comment ça fonctionne, la mafia montréalaise. Ce que tu dois savoir là-dessus, c'est que... ça, c'est un esti de gros coup. Ça, là. Ça s'est jamais vu, ça. Ben, ça s'est jamais vu parce que d'habitude, les gens qui parlent, ce sont des pentiti, des repentis. Des repentis. Ou des témoins qui travaillent pour le ministère public, puis qui ont abandonné leur carrière criminelle. Sinon, nous, on avait la compétition. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mettre tout ça dans le même ensemble, là. OK, ouais. Tu sais, qui ont tourné le doigt à leur organisation, tourné leur veste, témoins de la police dans des dossiers, ils travaillent pour la police. Bref, mettons tout ça dans le même ensemble. Ce qui s'était pas fait, c'était de le faire avec un mafieux qui est en exercice. Ouais. Puis, ce que tu dois savoir, c'est que à un moment donné, moi, relation de source avec Andrew Scopa, et le frère d'Andrew, Salvatore, va se faire tuer. C'est lui qui s'est fait tuer au Sheraton à Laval, là, lors de la fête de... c'est sa première communion de son fils, je pense que oui. Puis il se fait tuer, son frère, en pleine soirée, il se fait tuer comme un chien devant tout le monde. Ouais. Et là, à ce moment-là, lui, ce qu'il sait, Andrew, c'est que sa propre fin approche. Puis c'est à ce moment-là que moi, je le recontacte, parce que j'avais pris un petit break là, de lui. Je le recontacte et je lui propose un projet de livre, puis tu sais, bon. Puis je fais entrer dans l'équation Éric Thibault, que tu viens de mentionner. Éric Thibault, on est comme moi puis lui, un duo de police, c'est mon partner. Ouais, on s'appelle comme ça. Ensemble. On s'appelle comme ça. Hey, Part, qu'est-ce que tu fais? On est des partners. Si tu parles à Éric, tu parles à moi. Si tu parles à moi, tu parles à Éric. Si Éric pense une chose, je vais penser à la même chose. Tout le temps. Puis là, je fais intervenir Éric dans l'équation, puis je le fais rencontrer Scopa. Éric, il capote, il se pince, il dit « Wow! » Et là, on le convainc, on dit « Garde, on te propose de se rendre à l'extérieur du Québec pendant une semaine, puis on va t'interviewer pendant une semaine de temps. » Puis, il a dit oui, comme ça. Et on a fait les arrangements, tout ça. Lui, il est parti sur un vol quelques jours avant nous. Nous, on est parti quelques jours après lui parce qu'on voulait pas passer à la douane en même temps que lui à l'aéroport, qu'on sache qu'on était sur... Bon. Puis on s'est rencontrés. Il m'a donné rendez-vous. En fait, je lui ai donné rendez-vous. Je me rappelle de l'heure. À 15h15 au Holiday Inn de Molins de Rey, qui est une petite banlieue de Barcelone. Et à 15h15 précise, le jour de la rencontre, ça cogne à la porte. C'est lui. Pas à 15h16. Pas à 15h14. À 15h15. Ouais. Juste ça, j'ai fait... Moi, parce que ça moi, j'aime être à l'heure, là. Mais tu sais, mettons, à un océan de distance, après avoir pris des trains, des autobus, des avions, je suis capable de tolérer 5 minutes, tu sais. Je sais pas toi, là. Moi, je suis capable, tu sais. Il cogne à l'heure précise, il entre, puis il dit « Here I am, let's go ». Puis il a fait plein de révélations, parce que même, il aimait pas trop ça, vu que vous l'enregistrez audio. Ouais. Puis là, un moment donné, il s'est senti un peu comme dans un interrogatoire, fait que ça l'a comme un peu réticé. La première interview qu'on fait avec, on est dans la chambre d'hôtel, puis lui, il est adossé au mur sur une chaise comme ça, une petite chaise raide, là. Nous autres, on est devant lui, puis il y a mon téléphone qui enregistre. Là, il se gratte, il se mouche, il crache. Il dit, you know what? I don't like it at all. Ouais. I want to go somewhere else. Là, tu fais quoi, tu sais? C'est pas toi, t'es le boss de l'entrevue, mais en même temps, tu veux qu'il soit dans des dispositions pour donner. Donc, pendant 5 jours, là, presque, là, on s'est promené à la plage, à la piscine. Au restaurant. Il fallait toujours faire ça pendant que lui visitait la ville. Je me rappelle même, à un moment donné, moi, j'étais retenu à l'hôtel parce que j'avais du travail à faire sur un autre dossier, puis fallait vraiment que je le fasse là. Puis Éric Thibault, il est allé visiter Barcelone en autobus à 2 étages
avec Andrew Scopa. Ah ouais? Puis moi, je me disais, écoute... Puis lui, il connaît pas tant, là. Puis il connaît pas tant. Puis je me disais, c'est quand dans une vie que tu vas faire un tour touristique Avec un d'un parrain autobus à 2 de étages avec un père, là, puis tu fais oui, avec c'est mafiosi. beau, oui, la Sagrada Familia, wow. C'est quoi? Tu comprends que c'est ça? En même temps, c'est ça qui est drôle de faire ma job. Des fois, t'es plongé dans des situations qui sont hors de l'ordinaire. Puis, tu sais, beaucoup, là. Ouais. Puis, y a-tu des affaires qu'il a révélées que vous avez pas pu révéler, vous autres? Ouais. Oui, parce que il y a des choses que... il y a des choses que moi, j'avais aucun intérêt à savoir pour me protéger. Mm-hmm. Moi, j'avais aucun intérêt à savoir qui avait tué qui, tout ça, pour pas être le porteur de ce message-là. Du secret. Ouais, c'est ça, ouais. Puis on a toujours dit, quand ça entre, quand il arrivait, puis même à ça, il était très prudent, mais il disait toujours, quand on entrait dans des détails, puis on les voyait venir, là, qui référaient pas mal plus à des accusations criminelles, des meurtres, des tentatives de meurtre, tout ça, puis qui étaient pour commencer à pointer des gens, on disait, regarde, ça va aller. Ouais. Ça va aller, parce que tu veux pas être contraint à un moment donné, si tu possèdes un secret, tu veux pas être contraint de le dire parce que la personne pense que, hey, toi, tu sais que c'est lui qui avait ça. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Tu sais, quand je te dis la prudence, il y a ça aussi. Non, ouais. C'est ça. C'est pas d'intérêt, tu sais, puis en même temps, je pourrais même pas le dire. Je viendrais pas accuser quelqu'un d'un meurtre à la place de la justice non plus. Il y a pas, tu sais, c'est plein de mauvaises idées, là, d'être de détenteur de secrets comme ça. Moi, ça m'intéresse pas. Mais vous l'avez quasiment révélé, tu sais, que, tu sais, parce qu'à un moment donné, Eric avait posé la question de l'affaire le tireur, tu sais. Ça, vous en avez parlé, par exemple. Ben, oublie pas, il est assez intelligent. Ouais. Parce que là, il fait des signes. Il dit, according to some information that I have, puis là, oublie ça, il est juste en audio, hein, mais lui, en face de nous autres, il dit, a certain person, puis là, il se pointe comme ça, a fait ci, ça. Donc, il s'est comme un peu incriminé lui-même dans des trucs. Mais lui, il savait, c'est ça, dans le fond, il savait qu'il était sur son lit de mort. Il savait qu'il allait mourir, tu sais. Ah ouais. Puis, de fait, il est mort 2 mois après notre retour d'Espagne, presque jour pour jour. Ça t'a-tu fait de quoi quand il est parti? Écoute... Tu développes quand même, tu sais, on est tous humains, tu sais, on développe des sentiments. Puis... Ça m'a fait quoi pour sa famille, pour sa femme, puis pour son enfant. Okay. La situation est triste. Ouais. Là. La situation est triste. Tu sais, je peux pas me moi, je me réjouirai jamais de la mort de quelqu'un, même si cette personne-là, c'est un criminel. Je peux pas me réjouir. On revient à nos valeurs. Je peux pas me résoudre à me réjouir de la mort de quelqu'un qui soit criminel ou qui a jamais rien fait de criminel dans sa vie. Je peux pas. Je peux pas me résoudre à penser qu'un autre humain qui marche le même sol que moi, sur le même sol que moi, se fasse tuer. Ça me rentre pas dans la tête. Bon. Maintenant, est-ce que j'ai été ému? Est-ce que ça m'a dérangé? Est-ce que j'étais triste? Moi, je considérais que j'avais une relation professionnelle avec lui. Il a choisi quand même un peu le milieu qu'il a fait, le milieu dans lequel il a vécu. J'étais pas, non, tu sais, j'étais pas triste, là. Mm-hmm. Mais j'avais quand même de la pitié pour ses proches. T'sais. Ouais, c'est ça. OK. Puis je me demandais, tu sais, de où ça vient, cette fascination-là pour les risottos, tu sais? Ben, c'est pour le crime organisé en général, mais parce que les risottos, tu sais, je veux dire, les risottos ont tellement symbolisé la force de la mafia, pas juste au Québec, au Canada pendant maintenant, là, tu sais, depuis 78, en fait, là, il y avait Niccolo Risotto père, il y a eu Vito Risotto, il y a maintenant Leonardo Risotto, donc ça fait maintenant 42-3 ans là que les Siciliens sont au pouvoir, puis Vito Risotto a été l'un des plus grands en termes d'influence parrain canadien. Mm-hmm. C'est sûr qu'en m'intéressant à la mafia, j'allais m'intéresser à lui beaucoup, mais aussi à toutes les autres factions du crime organisé. On a fait des séries beaucoup sur les Hells Angels, sur les... Bon, mais ça me vient de...
ça me vient de ma jeunesse. Moi, je me rappelle, là, tu sais, moi, j'ai grandi au Témiscamingue, là, dans un petit village, là, puis ma mère, tu sais, j'allais dans une tabagie, là, où ils vendaient des revues, puis à un moment donné, j'ai vu les dossiers meurtres. C'était vraiment gore. C'était vraiment c'était pas une lecture pour un enfant de mon âge. Puis là, j'ai demandé à ma mère de m'en acheter. Ouais. Je sais pas pourquoi elle m'en a acheté. Puis là, j'ai commencé à lire, tu sais, sur les grands mafieux, les grands crimes de ce monde, les grands tueurs de masse, les grands tueurs en série, Puis j'ai commencé à être assez fasciné par l'esprit criminel. Moi, c'est pas le crime, tu sais, qui. Ouais, c'est le génie criminel derrière. Ben, c'est soit le génie dans certains cas, ou soit ce qui se passe de complètement twisté dans leur cerveau qui les amène là aussi. Okay. Tu sais, parlant des tueurs en série, entre autres, là, tu sais, quelque chose, tu sais, la criminologie là-dedans me fascine plus que le crime lui-même, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis fasciné par ça. J'ai jamais, ça s'est jamais estompé, tu sais, mais tu sais, le soir chez nous, je regarde des documentaires de crime ou d'autres docus, là, tu sais, mais tu sais, je suis pas un gars qui regarde des films, exemple. Tu sais, je regarde pas de films. Okay. Je regarde des docus. Faut toujours que je me renseigne sur un sujet. Puis là, pour ce qui est du crime organisé, je me renseigne beaucoup. T'as-tu écouté des films de mafieux, justement, par exemple? Tu sais, comme, moi, je suis curieux de savoir, tu sais, est-ce tu trouves qu'il y a, avec ton expérience, est-ce que tu trouves qu'il y a des films qui sont très proches de la réalité? Goodfellas. Goodfellas? Ah ouais? Vite sur le piton, ouais. Goodfellas, là, moi, je trouve que c'est pas mal proche de certains comportements que j'ai vus, mais des fois, je me demande si eux autres ont pas copié leur comportement sur des films. Ben, c'est ça, tu comprends? Eux autres, ils le voient pis ils font comme, ah, c'est vrai que c'est badass faire ça. Oui, c'est ça. Non, mais, tu sais qu'avec Andrew Scopa, on écoutait des films. Ah, ça, je savais pas. Oui. Je pensais qu'il faisait juste ressortir les Oui, mais là, à un moment donné, tu sais, il est sur son téléphone, puis là, il nous sort... ça devait être malade. Il dit, hey, regarde cette scène-là de tel film, puis là, il a fait le jeu, puis là, après ça, on se retrouve, tu sais, à la chambre d'hôtel, puis là, on regarde ça, puis là, il se tape ses cuisses, il trouve ça drôle. Ah ouais. Y a-t-il des affaires? Ça, c'était flyé, là. Ben ouais. Regarder une scène du parrain avec Andrew Scopa. Avec le parrain. Ben spécial. OK. Puis t'as-tu vu Mafia Inc? Je l'ai pas vu encore. Ah, OK. Je l'ai pas vu encore. Il est excellent, pour vrai. Je l'ai pas vu encore. Écoute, c'était à mon agenda, là. C'est niaiseux, là, mais je l'ai pas vu. Tu peux-tu me dire les plus grands coups de Vito Rizzuto, justement? Ben, oui. Son plus grand coup, c'est d'avoir forcé, puis je dis bien forcé tout le monde à travailler ensemble. Ça, là, c'est sa plus grande réussite. Fait que ça, c'est vrai, là, l'affaire les motards, les Irlandais. C'est vrai. C'est vrai, puis c'est lui l'artisan de ça. Ouais. Puis, tu sais, s'il y a eu une certaine forme de paix à Montréal, si tu exclus la période de la guerre des motards, c'est en partie dû au respect qu'il a su imposer sur la scène criminelle. Et il était vu par la police même, Vito Rizzuto, comme un facilitateur aussi. Tu sais, il arrive une scène à un moment donné où il y a un policier qui reçoit une couronne mortuaire, là, Pietro Poletti, on va pas le nommer, tu sais, à sa porte. Puis là, il y a Jimmy Cacchione, Joe Di Feo, qui sont deux policiers italiens qui connaissent bien le crime organisé. Là, ils vont s'asseoir avec Vito Rizzuto en disant « Garde, là, tu vas calmer ton monde, c'est-tu toi? » Ben, évidemment, il dit « Non, Jimmy, it's not me. Hey. » Et finalement, tu sais, la rencontre se conclut et Vito Rizzuto dit « I'll talk to the guys. No worries. » Et les policiers ont été témoins qu'après ça, il a vraiment parlé au monde parce qu'il voulait savoir qui avait envoyé la couronne mortuaire chez le policier parce que c'était pas dans l'intérêt de personne que ça se fasse. C'est ça. Fait que tu comprends qu'il y avait cet ascendant-là. Ça reste un criminel. Mais les policiers le disent une chose, là, et ça, là, tiens-toi bien, là. Vito Rizzuto était à quelques années, quand il est mort, là, de voir son entreprise criminelle devenir complètement légale. C'est ça, hein? Complètement légale. C'est-à-dire avoir assez d'argent, lavé, assez de contacts dans le monde bancaire, de la construction. Les diamants. Les diamants. Il a essayé les multiprêts aussi. Il a essayé, écoute, pas rien, là. Il a essayé de mettre la main sur un courtier hypothécaire, là. Ouais.
Tu sais, regarde ça de tous les bords, là. Ça veut dire quoi? Ça te dit quoi, toi, ça? Moi, ça me dit que, puis les policiers, de toute façon, je partais, c'est pas un secret, là. Les policiers, ça leur dit que ils étaient pas loin de pouvoir se retirer de plusieurs activités plus dangereuses, là, comme le bookmaking, puis les drogues, puis le narcotrafic et tout ça. Ouais. Il y a aussi le pont de Messine, je pense. Le pont de Messina, oui, ça, c'est le pont qui devait... Messine, c'est Messine en français. Okay. Si on le francise, c'est ça. C'est le pont qui devait enjamber, de relier la Sicile à la Calabre. Ouais. En fait. Moi, je pensais que c'était juste... une fiction dans le film parce que de te vendre de punch, mais dans Mafia Inc. il en parle de ça. Ouais. Puis je pensais que c'était juste fiction ou c'était pour... Ah non, c'est vrai, ça a été documenté par la justice italienne. Là. C'est vrai, là. C'est tout à fait vrai. Là. Moi, je me rappelle quand on on est allé en Sicile, écoute, une semaine avant que la pandémie soit déclarée, là, faire un tournage, justement, puis on regardait où le pont aurait été. Là. C'est quand t'es à Reggio Calabre. Là, tu vas c'était un pont payant, fait que là, tout le monde... Yes, sir. C'est ça, puis ça a remboursé avec ça. Oui. Ah, c'est fou, pareil. Ouais. C'était le fun quand on est allé tourner en Sicile. Là, pour moi, c'était comme un pèlerinage aussi. Là. Ben ouais. Puis on a rencontré des personnages là, en Calabre aussi. Là. Je me rappelle entre pas loin de la mer Adriatique en Calabre, on s'en va dans un petit village. C'est-tu Mamelon ou en tout cas. Mamelon. Mamelon. C'était à Mamelon. C'est ça que je m'en rappelle. On rencontre un gars de Montréal qui est rendu comme un peu le chef du village. Puis, on fait une entrevue avec. Puis essayez donc de résumer, là, tu sais, comment ça peut se passer dans le monde criminel à Montréal. Puis là, il est très, très calme. Puis il me regarde et dit, « Hey, tu me touches, je te touche. » Je trouve que ça résumait bien. Ah ouais, tu me touches, je te touche. Œil pour œil, dent pour dent. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est impossible à arrêter non plus. Là. Tu me touches, je te touche. Ben, c'est pour ça sûrement que Vito, il voulait comme la paix, parce que pendant qu'ils se font en guerre ou pendant que la police essaie d'arrêter tout le monde, ben, ils font moins d'argent. T'sais. Ben oui, mais là, le problème de Vito, c'est qu'il a été emprisonné, tu sais, pour le meurtre des capots de la mafia à Brooklyn dans les années 80, puis quand lui a été emprisonné pour ça au milieu des années 2000, ben là, il y en a qui ont décidé qu'ils se vengeaient, tu sais. Ouais. Donc, lui, il est emprisonné, puis il voit son fils se faire tuer, donc Nick Junior. Après ça, il voit son père se faire tuer dans la véranda chez lui, d'une balle à la tête quand il prend son café avec sa fille. Donc là, quand il revient, c'est plus Vito le pacificateur, c'est Vito qui exerce sa vengeance. Puis d'ailleurs, il l'a fait. Puis là, sa vengeance était, je pense, à toute fin pratique assouvie. Là. Ouais. Fait que là, on dirait qu'il était de retour aux affaires. Mais c'est la maladie qui l'a emporté. Tu sais, on n'aurait probablement pas cette... Tout le monde le dit, là, on n'aurait probablement pas cette guerre-là, ce milieu où il y a beaucoup de meurtres là, à Montréal si lui était là. Je suis même pas sûr que... je suis même pas sûr qu'on aurait ce problème-là avec peut-être les gangs de rue. Ouais. Puis les fusillades à Montréal. Je suis assez persuadé que quelqu'un avec l'intelligence criminelle, tu sais, de Vito Rizzuto aurait peut-être trouvé un moyen, bien que c'est une criminalité très désorganisée, mais que tout le monde, que ça cesse, parce que c'est pas bon, là, pour personne, on l'a vu, là, c'est pas bon. Ben, c'était la même affaire un peu avec John Gotti. John Gotti. Justement, tu sais, pendant qu'il était encore parrain, ça a l'air qu'il y avait comme la paix, puis là, quand il est mort ou quand il s'est fait... Là, c'est là que les meurtres puis tout ça a parti. Exact. Tu sais, moi, j'ai... Ça amène une certaine paix. Tu as-tu une anecdote pas pire, ça, John Gotti? Ouais, vas-y. J'essaie on est cet été, puis j'essaie d'aller interviewer Sammy Gravano. Ça, c'est Sammy the Bull Gravano, qui était un des tueurs de John Gotti, qui agissait pour John Gotti, qui a commis une dizaine de meurtres et plus, là. Puis lui, maintenant, lui a collaboré avec le FBI, puis avec les procureurs de la couronne, puis il a témoigné pour eux. Ça a été, tu sais, vraiment un pentiti. Et là, je le contacte, il est en Arizona. Puis je pense que quelques années plus tard, il s'est fait arrêter même avec l'ecstasy. En tout cas, un drôle de gars. Là, je veux une entrevue avec, parce que le gars, il a un blog. Puis comme toi, il y a un vidéo-blog, là. Il y a un show, il y a un podcast là, vidéo.
Puis, fait que là, je commence en disant, ça serait le fun de vous rencontrer, que vous partagiez, parce qu'il y a des connaissances sur la mafia montréalaise, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, blablabla, blablabla. Ben, on commence, on parle. Puis, là, on est sur le bord d'acheter des billets d'avion pour aller le voir à Phoenix, là. Ah, il dit, by the way, I would need, like, 10,000 grand. Il voulait 10 000. Ah ouais, pour se faire interviewer. Mais en journalisme, tu peux pas payer pour une entrevue. Ah non. Lui, là, il a compris comment ça marchait, là. T'sais? Puis en plus, après ça, il dit, hey, I can go for 5 grand, but fais la publicité, si tu veux, de mes nouvelles pizzas congelées. Il est en train de se partir une compagnie de pizzas congelées. Il voulait qu'on fasse de la publicité. Bon, lui, c'était un drôle de monde. Peux pas accepter ça. Ben non. Parce que, tu sais, je veux dire, dans la minute où tu payes quelqu'un, c'est ça. Tu sais pas, tu sais, vas-tu te dire, tu sais, il dit ça parce qu'il était payé. Va-tu t'en dire pour 10 000 de ce que tu veux entendre ou il va vraiment te dire la vérité, tu sais? C'est ça. Ah, ben ouais. C'est sûr. Là, gros conflit d'intérêt. Ben, mais ça. Ah ouais. Puis, y a-tu d'autres gros coups, justement, de Vito? Y a-tu d'autres gros coups de Vito? Ben, je pense que c'est ça, d'amener aussi c'est son plus gros coup, tu sais. Il a failli, en fait, il a réussi à être partenaire dans un casino en République dominicaine. Mm-hmm. Y a-tu d'autres gros coups? Non, je dirais que, tu sais, y a-tu d'autres gros coups? Quand tu dis que sa famille recevait de l'argent des entrepreneurs en construction de Montréal, j'appelle ça un gros coup criminel. Quand t'es capable d'instaurer un genre de système de redevance, où les gens qui veulent faire des affaires à Montréal dans le monde de la construction viennent au Café Costanza glisser de l'argent dans les bas de ton père. Mm-hmm. Tu te rappelles de cette image-là? Le Café Costanza, tu voyais le vieux Nicolo Rizzuto, puis il était dans une pièce en arrière jouer aux cartes. Puis là, t'avais un gars de construction qui arrivait, puis il mettait ça dans ses bas. Tu sais, quand t'instaures ce système-là, en termes de criminalité, c'est pas mal un gros coup, là. Tu sais, là, quand t'instaures ce système-là, là, il y a forte chance que t'ailles pas en prison avec la sévérité de nos lois, puis la manière que nos poursuites pénales sont constituées, tu sais. Puis moi, je me demande, pourquoi Montréal, tu sais? Pourquoi pas Toronto? Pourquoi pas... Ben, d'abord, Toronto, c'est au Calabrais, là, présentement. Donc, tu sais, je pense pas que ça serait très bien vu, là. Je pense que là, ils savaient que c'était pour être très ardu. OK, c'est un autre d'autres mafieux, ça? Oui, c'est la Ndrangheta qui est à Toronto, qui est la plus puissante au monde, qui est la mafia, donc, calabraise. Tandis qu'à Montréal, c'est la mafia sicilienne. Il y avait des amis à Toronto puis en Ontario, Vito, mais il y avait aussi des ennemis, là. Dont la famille Violi. Dont les gens qui sont liés à la mafia de Buffalo, puis d'Hamilton aussi, c'est des ennemis. Des gens qui en ont toujours voulu. Parce que, bon, en 78, ils ont fait assassiner Paolo Violi ici à Montréal, qui était calabrais. En 78, c'était là où la mafia a changé à Montréal. Elle est passée de mafia contrôlée par les calabrais puis à une mafia contrôlée par les Siciliens, mais Vito Rizzuto a quand même dans son entourage des calabrais qui gravitaient. Mais, donc, c'est quoi la question? Pourquoi Montréal, tu sais? Ah, c'est ça, pourquoi Montréal? Bon. Le port? Tu sais, pour plusieurs raisons. C'est parce que d'abord, là, faut que tu remontes là, dans l'historique de Montréal, loin, 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 avec la French Connection, l'héroïne, là, on parle là, dans les années 40, 50, 60, où Montréal est vraiment le pipeline d'héroïne qui est acheminé vers New York. Fait qu'il y a une position stratégique. Montréal, le port de Montréal a une position stratégique, extrêmement stratégique. Ouais. Et il y a toujours une position stratégique. Pourquoi Montréal aussi? Parce que nos lois sont stratégiquement beaucoup plus avantageuses pour des trafiquants de drogue. Exemple, tu veux pas te faire prendre avec 100 kilos en Arizona. Si tu te pourrais prendre avec 100 kilos, t'as mieux de faire prendre avec 100 kilos au Québec, au Canada. C'est ça. Parce qu'au de fortes chances que tes peines vont être moins sévères si t'es reconnu coupable. Ça. Aussi, tu sais, Vito Rizzuto et sa famille ont toujours été considérés comme la 6e famille. Donc, tu sais, il y a les 5 familles new-yorkaises, donc 5 familles mafieuses qui contrôlent l'île de New York. Mais la Cosa Nostra. La Cosa Nostra. Ouais. Puis,
Puis ils ont parrainé pendant un certain moment les Rizzuto, qui étaient venus comme une succursale de la mafia new-yorkaise aussi au Canada. Fait que tu sais, c'était comme le poste avancé de la Cosa Nostra new-yorkaise, dans une place où il était facile d'importer des drogues. Fait qu'il y a stratégiquement, il y a plein de raisons pourquoi Montréal, tu sais. Parce que son père est venu ici avant lui. Puis parce que lui, s'est fait donner ce territoire-là. À un moment donné, quand ils ont assassiné Violi en 1978, ils avaient l'autorisation de le faire de New York. Puis là, maintenant, là, ça s'est développé. Tu sais, la famille Rizzuto n'est plus vue comme la 6e famille de la mafia new-yorkaise, mais bien comme une famille indépendante qui n'a pas de compte à rendre à New York. T'sais. C'est ça. OK. Puis, comment qu'ils étaient gros, les Rizzuto à travers... Tu sais, c'était-tu plus que à travers le Québec, à travers le Canada? Oui. Tu sais, il y avait beaucoup de contacts au Venezuela, beaucoup de contacts en République dominicaine. On l'a prouvé, beaucoup de contacts évidemment en Sicile où ils voulaient faire bâtir le pont de Messine. Beaucoup de contacts aux États-Unis aussi, beaucoup de contacts dans certains pays d'Afrique de l'Ouest aussi, qui est quand même un beau pipeline pour la drogue. L'Afrique de l'Ouest, ça rentre beaucoup là, sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, Sénégal. Donc, c'est ça. Puis, donc, ça, c'est la portion opérationnelle. La portion financière est énorme aussi parce que... des comptes partout. Plus que des comptes. Tu sais, des grandes entreprises aussi canadiennes de qui Vito Rizzuto aurait tenté de s'approcher là pour faire fructifier son argent. Donc, tu sais, t'as les opérations, puis t'as la manière de blanchir l'argent. Donc, tu sais, c'est énorme. Ça, tu sais... Ça s'est compté, je pense qu'il y a déjà eu des chiffres là, qui ont été avancés, que les opérations de Vito Rizzuto, la valeur, c'est un peu compliqué, la valeur que tu as dans le crime organisé, parce que tu as de l'argent dans la rue, t'en as prêté ça. À un, il y en a d'autres qui, tu sais, lui t'en doit, lui, tu sais, des fois ça arrive que quelqu'un te doit 5 millions, là, tu sais, mais on disait que ça se comptait en centaines de millions à un moment donné. Là. Ouais. Tabarnak. Puis il y a aussi comme parce que là je vois que le temps il avance là, mais il y avait t'avais parlé à un moment donné dans ton podcast Narcos PQ qu'il y avait 2 légendes de la façon qu'ils se débarrassaient des corps là. Oui. C'est quoi? C'est la ça nous a été confirmé par Andrew Scopa, le bain d'acide là, est utilisé par les mafieux pour dissoudre. Comme dans Breaking Bad. Franchement, comme dans Breaking Bad, là, pour dissoudre des corps. Puis, tu sais, je pense qu'il reste les dents là, après. Dans le fond, les os, c'est ça? Ou... Non, les os, c'est juste les dents. Juste les dents. Donc, c'est ça. Ben, c'est fou, ça, pareil. Fou, hein? C'est pas si loin d'ici, là. C'est pas... c'est pas... c'est pas... Dis pas mon adresse! OK. Puis, sinon, c'est quoi? Il y a comme une fosse qui dropperait les corps? Ouais, on nous a... C'est documenté dans des rapports de renseignement policiers aussi, là. Il y a comme une fosse commune, là, si tu veux, là, des places là, prédéterminées où quand tu disparais, on risque de te retrouver là, mais... Il y a jamais personne qui a su c'était où, tu sais, parce que tu sais, il faut que tu dises en faire des fois, même quand ça arrive dans les mains de la police, tout ça, est-ce que c'est rendu une légende urbaine, tu sais, que moi, ce que je te dis, c'est ce que j'ai vu dans des rapports de renseignement policiers, puis ce que j'ai entendu de la bouche de certains criminels. Des fois, c'est compliqué, mais puis le monde criminel est bon pour ça, hein, créer des légendes, là. Puis tu sais, moi, en tout cas, ça, je l'ai pas visité, ça me tente pas de le visiter non plus. Non. Toi non plus, personne, hein? Vraiment non, pas. On veut pas visiter ça. Alors, je prends même pas de bain, moi. On sait ça. On sait que ça se dit, mais on sait pas si ça existe. Le bain d'acide, on sait que ça existe. Ah ouais. Puis, comment que les policiers corrompus sont vus par les mafiosi, justement? Comme de grands partenaires. Ouais. Ben oui, ça prend... Écoute. Mais parce que m'amener mais c'était plus Brigitte qui parlait, Brigitte Noël, là. Puis je pense que c'était avec tu as nommé son nom tout à l'heure, Paolo Piotti, un enfant de Pietro Poletti. Pietro Poletti. Puis il disait justement que
sont pas tant respectés, mais ils vont les utiliser. Ben t'sais. oui. Ouais. Non, mais Jérémy, là, mets-toi dans la tête que t'as besoin. Tu sais, c'est une entreprise criminelle. Si on te dit, j'ai un policier, moi, qui est prêt à se laisser corrompre, Mm-hmm. tu vas faire quoi? Ben, tu vas dire all in. Ouais. Fait qu'ils sont vus, puis c'est vrai qu'ils sont pas vus avec beaucoup de respect parce qu'ils savent, ils savent qu'ils sont faibles. Mm-hmm. Puis les mafieux aiment les gens, puis les criminels en général, là, quand ils aiment les gens forts. Donc, ils savent que quand tu te fais corrompre, c'est un faible. Mm-hmm. Donc, ils sont vus comme tels, tu sais, mais ils sont une partie, il y en a pas une chance, là, tu sais, à Montréal, il n'y en a pas tant, là. L'histoire a prouvé qu'il n'y en a pas tant, mais il y en a eu. Mais ils font partie d'une roue, là, du carrosse mafieux, là. Ouais. Puis, il y a 400 meurtres entre mafieux là, qui sont pas résolus ou qu'il y a 1% qui sont résolus. Puis ça, comment qu'on peut l'expliquer, ça? Ben, c'est parce qu'on peut l'expliquer avec l'omerta, tu sais. C'est difficile. Les crimes sont, entre guillemets, là, bien commis. Donc, tu sais, quand c'est tu le vois, là. Quand c'est un crime qui est commandé par quelqu'un de la mafia, sauf si ça tombe parfois dans les mains de certains gangs de rue, puis c'est sous-contracté, comme ça a été dans quelques années à Montréal. Mais, tu sais, il y a des crimes, là... dont on trouvera jamais les coupables parce qu'ils ont malheureusement pour les familles été bien exécutés en termes de logique criminelle. Mm-hmm. Puis la même logique de l'omerta fait en sorte que c'est plus difficile aussi pour les policiers de recruter des informateurs qui vont leur parler de ça. Puis même les informateurs, si le crime est bien exécuté, il y a de fortes chances que si c'était pas des participants directs au crime, ils ne le sachent pas. Autre que la rumeur. Mm-hmm. On a vu beaucoup d'informateurs rapporter du oui-dire. Là. Ah oui, ça a l'air que c'est un tel qui a passé lui, puis l'autre tel qui a passé lui, mais est-ce qu'il l'a déjà vu ou est-ce qu'il était là? Mm-hmm. La réponse à ça, c'est souvent non. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de crimes qui sont résolus quand ça touche les meurtres liés au monde criminel. OK. Puis y a-t-il une partie qui fait que ils vont passer un peu comme en deuxième, tu sais, comme les policiers vont mettre la priorité sur, exemple, un innocent qui a une balle perdue ou qui a une balle... Faut comprendre, puis tu sais, mais toi, j'aime ça t'appeler Jérémy, mets-toi, ou Jerry J, ou appelle-toi comme tu veux, Jerry J, mets-toi dans la peau d'un policier où il y a une victime qui se fait, mettons, abattre, là, pour aucune raison, random, par un psychopathe. Mm-hmm. Est-ce que tu mets tes énergies sur ça parce que tu sais que si ce psychopathe vient de faire ça là, il peut peut-être refaire ça aussi dans 2 semaines, puis c'est un véritable danger public, ou tu vas mettre tes énergies sur le meurtre de Pierrot Arena, exemple, qui est survenu pas loin de... Ah, c'est vrai, je peux pas dire où tu restes, là. C'est ça. Mais en tout cas, qui est survenu il y a quelques semaines, c'est ça. et pour qui on n'a pas vraiment de suspect, tout ça, est-ce que je veux concentrer mes ressources? Les policiers, c'est là pour protéger le public, là, avant tout. Là. Avant tout, c'est ça. Donc, t'as plus de chances de protéger le public en arrêtant un foubraque qui se promène armé et qui tire sur du monde que l'inverse, ou quelqu'un qui... Tu sais, les gens un criminel qui est en fuite, mais qui a commis un féminicide. Tu sais, il faut les arrêter, les autres, là, avant qu'ils ne tuent encore, tu sais. Tandis que les mafieux, mettons, qui vont tuer encore, c'est vrai qu'il peut y avoir des innocents qui sont des victimes aussi collatérales de ça, des balles perdues, des ci, des ça peut. Mais ça te prend un calendrier de priorité, là, tu sais. Ouais. Jerry est content. Jerry est content. C'est une bonne réponse. Puis avant que je te laisse partir, je voulais savoir, c'est quoi la pire histoire que t'as entendue, qu'elle soit véridique ou non, là, tu sais. Mais c'est quoi la pire que t'as entendue? C'est l'histoire, puis on a pu confirmer qu'elle était basée sur de la vérité. Cette histoire-là, c'est l'histoire de Louis Meloux-Roy. Louis Meloux-Roy, c'est un des acteurs forts des Hells Angels pendant la guerre des motards. C'était un des plus riches trafiquants chez les Hells.
C'était un membre de l'organisation du chapitre de Trois-Rivières des Hells Angels. Et il y a eu, à un certain moment donné, une forme de jalousie là qui est née chez les Hells eux-mêmes là parce que Melou faisait trop d'argent. Puis Melou était trop indépendant. Puis Melou avait pas trop d'intérêt d'ailleurs à la guerre des motards parce que lui faisait déjà ses affaires. Puis lui, il était membre là, des... Il était membre à part entière, full patch. Puis comment ça marche? Est-ce qu'il faut qu'il donne une redevance genre aux Hells? 10%. Ouais, puis et puis il continue ses affaires. C'est ça. Puis il y a sa protection. C'est ça. Donc, à un moment donné, en tout cas, il existe un conflit entre Mafia et Hells Angels, puis le conflit va s'arbitrer à un certain niveau, et la décision, ça va être de dire, parfait, nous autres, on va se débarrasser de 2 de nos gars qui vous dérangent, puis vous autres, vous allez vous débarrasser de Melou. Ce qu'on sait de l'assassinat de Melou Roy, on l'a jamais retrouvé pour une raison fort simple. Il a été attiré, Melou Roy, dans un guet-apens, dans une usine alimentaire, possession d'un clan criminel montréalais qui faisait des viandes hachées. Et là, ça même que si je t'explique le restant, tu le sais déjà, effectivement, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui passait au moulin à viande. Ah ouais. Pis ça, c'est-tu des... genre pour les animaux? C'est pas une légende urbaine, non, c'est pour la consommation humaine. C'est ça. Ah, sacré. C'est pas une légende urbaine. Je suis content d'être végétarien. On se laisse là. On se laisse là-dessus. Mais Chris, dans le film Mafia Inc., justement, il y a un bout de ça. Fait qu'il y a bien des affaires, tu sais, des fois qu'on en regarde dans les films, pis on fait comme « Ah, hey, il en rajoute. » Puis finalement, tu sais, des fois, ils puisent leur inspiration dans... C'est ça. Ben, tu sais, ça prend quelque chose à la romance pour naître. Donc, ça naît... La romance, ça naît souvent de faits vécus, n'est-ce pas? Hey, Félix Séguin, c'était écœurant, mon gars. Hey, je reviens quand tu veux. Pour vrai? Ouais. Hey, parce que moi, là, j'avais plein de questions. Je pense que j'ai juste fait ça ici. Je vais revenir. Ah ouais, hey, j'ai trippé, mon gars. C'est le temps des plugs. Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger? Je sais qu'il y a le podcast. On peut l'écouter sur Spotify. Narcos PQ. Il y a Narcos PQ. Allez, comment on dit ça, là? Allez liker. S'abonner. Merci, s'abonner. Mais mettez, si vous l'aimez, mettez des étoiles là-dessus. Ah ouais, ça, 5 étoiles. C'est ça, 5 étoiles. iTunes. En fait, regardez ce que je fais, mettez 5 étoiles partout. Non, mais, oui, il y a ça. Ben, ça fait quand même longtemps qu'on l'a fait. Mm-hmm. On travaille sur d'autres projets similaires aussi. Sinon, cette année, moi, j'anime l'émission JE, là, TVA. OK, cool. Puis on va parler beaucoup de dossiers criminels. D'ailleurs, c'est diffusé quand, toi, ton affaire? Peut-être dans un mois, ça va sortir. Bon. Ben, en tout cas, allez revoir ça sur le web parce que ça va être sur le web. En fait, on va diffuser les interrogatoires de Leonardo Rizzuto. Vendredi, ce vendredi. En tout cas, c'est disponible sur le web. Je suis pas bien bon dans le plug, là, tu sais, Google mon nom, là, tu sais, va voir ça, parce que moi, quand c'est vu, j'aime ça. Tu sais, c'est pas tant le nombre de personnes, oui, un peu, c'est pas vrai. En tout cas, va le faire pour toi. Il y a tes livres aussi. Il y a Gérald Galland, Confession d'un tueur à gages. Il y a le livre noir des Hells Angels. Il y a aussi La Source, qui est dans le fond le livre que on a pu résumer en petites lignes avec Andrew Scopa et moi. Puis il y a les documentaires qui sont écœurants aussi, Narcos PQ, que j'aimerais tu reviens pas qu'on en discute justement. Mais un gros merci, c'était super apprécié. J'espère que tu as eu du fun. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.